Donc le poisson-pierre, donc c'est un animal dont la particularité est d'avoir des épines venimeuses dorsales principalement, avec un réservoir à venin, ce qui lui permet d'injecter des quantités qui sont relativement élevées de toxines par rapport à d'autres animaux qui ont le même système de défense. Vous avez également les anales et les pelviennes qui sont venimeuses, ça c'est pour mémoire. Les gens, la plupart du temps, s'enveniment en posant le pied ou la main sur l'une des trois premières épines ou les trois premières. Alors c'est un animal, pour ceux qui plongent, hein, vous savez qu'on le recherche et c'est souvent pas facile de le trouver tellement il se dissimule bien et du coup c'est toujours par inadvertance qu'ont lieu les accidents. Alors premier cas clinique, c'est un cas calédonien. Alors ça remonte ouais c'est ça, une douzaine d'années. C'est une dame qui était qui se baignait, qui barbotait dans l'eau au large d'un îlot, qui marche sur quelque chose qui lui fait très mal. Elle a à peine le temps de regagner le rivage que, pof, elle fait un arrêt cardiaque. Alors nous avions sur place deux infirmières du SMUR, malheureusement, sous prétexte qu'elles n'étaient pas de service, elles n'ont pas emporté de scope pour aller à la plage. Donc du coup, on n'a pas le tracé, mais enfin bon, c'est quand même deux collègues à qui on peut faire confiance pour reconnaître un arrêt cardiaque quand elles en voient un. Ben, elle masse, elle ventile, et puis la dame, elle repart tout de suite. Elle est prise en charge, obnubilée, très douloureuse, et puis déjà dyspnéique. Et puis, il constatait un très volumineux œdème inflammatoire du pied gauche avec des petites lésions de nécrose, analgésie morphinique qui ne marche pas très bien d'ailleurs, mais ça c'est assez classique sur les envenimations par poisson-pierre, évacuation sur le CHT. Elle est toujours dyspnéique quand elle arrive en réanimation. Elle n'a pas fait sur le plan hémodynamique, elle est stable, toujours très algique. Alors ce qu'on lui fait, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, une ALR. Les piqûres de poisson-pierre, c'est pas la peine de s'embêter à essayer de leur plonger le pied dans l'eau chaude, ça marche pas. C'est même ce qui permet de discriminer les piqûres de poisson-pierre des piqûres par d'autres poissons osseux. Elle s'améliore rapidement, une normalisation ventilatoire dans les premières 24 heures, et puis un chirurgien passe par là et pratique l'excision de zones de nécrose, et finalement, elle s'en sort bien. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez, là, on a une série de marques de piqûres. Sur le dessus du pied, on a un œdème très volumineux. On a ici une espèce de petite fictène nécrotique, des marbrures un peu partout. Cas clinique numéro 2. Alors ça, ce sont des cas cliniques que je dois à mes amis de Tahiti. C'est un jeune homme qui nage à Tubuai, donc dans les îles australes. Il barbote dans l'eau, il est piqué, douleur intense immédiate, évacuation sur le centre médical, et là, immédiatement, dans les 30 minutes, une détresse ventilatoire avec une désaturation, et le collègue pose le diagnostic d'OAP qui prend en charge de façon très classique, avec essentiellement de la VNI. Le SAMU arrive. Il est toujours très hypoxique, dépendant de la VNI. Et puis, on constate un gros syndrome interstitiel à la radio. Et puis, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une échocardiographie qui est faite, qui montre une très bonne fonction du ventricule gauche. Et du coup, ça permet de conclure que l'OAP est lésionnelle. Alors c'est intéressant parce que les OAP sur piqûre de poisson-pierre, on ne savait pas trop d'où ils sortaient, si c'était la conséquence de la défaillance hémodynamique ou si c'était des OAP lésionnelles. Dans cette observation-là, on peut déduire que c'est un OAP lésionnel. Lui aussi, il s'en sort bien, 24 heures de VNI, des diurétiques, et puis finalement une guérison, et donc conclusion, un OAP lésionnel. Troisième observation,
ça s'est passé à Bora Bora. C'est une histoire qui date de novembre 2018 et qui malheureusement se termine beaucoup moins bien. C'est un jeune homme de 11 ans qui jouait, il sautait d'un ponton dans l'eau, il crie, il tombe inanimé sur le rivage et non pas dans l'eau. Et malheureusement, les secours tardent à arriver. L'arrêt cardiaque est constaté, mais au bout de plusieurs minutes. Il commence à masser, mais tardivement. L'équipe médicale arrive, mais elle est prévenue tard. Donc, il est pris en charge correctement, mais avec un no-flow qui est probablement d'une dizaine de minutes. Et il repart, mais il repart tardivement, à 15 minutes. Il est transféré en réanimation au Taonnet. Entre-temps, on s'est aperçu qu'il y avait une lésion de la plante de pied qui était compatible avec une envenimation par poisson-pierre. Et l'évolution est défavorable, c'est-à-dire que le cœur est bien reparti, mais malheureusement, le cerveau, non. Là, par contre, dans cette observation-là, on a une dysfonction VG majeure. Et on a également au scanner des images d'OAP. Alors le radiologue ne se mouille pas, il dit soit une noyade massive, soit un OAP massif. En l'occurrence, il n'était pas tombé dans l'eau, donc ça peut être qu'un OAP. Et donc des dommages alvéolaires diffus. Et puis la mort encéphalique est prononcée et le patient décède. Donc ça, c'est la première observation de décès suite à une envenimation par poisson-pierre qui a été publiée depuis très longtemps, qui est complète, avec une chaîne de causalité qui est indiscutable, et puis des éléments de physiopathologie qui sont intéressants. Un arrêt cardiaque, un OAP et finalement un pronostic qui est malheureusement dû au fait que le temps que l'alerte soit donnée, les délais pour intervenir étaient dépassés. Alors, je reprends la littérature, donc j'en reviens à mon maître Bottard, qui était un médecin de la Royale, qui exerçait... qui est passé à la Réunion à la fin du 19e siècle, à qui on doit les premières observations d'envenimation par poisson-pierre. Bon, c'était des observations, la plupart de deuxième ou de troisième main. Il n'avait jamais observé lui-même de décès, mais il avait recoupé une série de cas qui étaient restés dans la mémoire collective des Réunionnais, et certains étaient, leurs descriptions étaient tout à fait convaincantes, c'est-à-dire qu'on avait quand même une majorité de décès dans les 24 heures. Il fallait faire sortir de sa série un ou deux cas de gangrène 3 semaines plus tard. Ensuite, on a 2 observations d'un dénommé Smith en 57, qui maintenant passerait pas la barre d'un comité de lecture parce que c'était un examen sur cadavre, une observation de deuxième main. Et pourtant, des très grandes pointures comme Malstead, qui est le pape de la toxinologie animale, a répercuté cette notion de létalité. On a Lehmann et Hardy qui ont montré une observation d'OAP suite à une envenimation par poisson-pierre dans les années 90. C'est un cas clinique qui, par contre, est parfaitement bien documenté. Et puis, beaucoup d'auteurs qui ont commencé à se demander si c'était vraiment sérieux, cette histoire. C'est pour ça que je voulais vous présenter ces observations, parce que finalement, elles confirment une notion très ancienne, mais qui n'a pas été remise à jour depuis longtemps. Alors sur le plan fondamental, alors là par contre, on n'en est pas à 3,5 kg de bibliographie, mais facilement à 2 kg. Le venin du poisson-pierre, ça intéressait beaucoup de monde, et on a énormément de travaux fondamentaux qui sont souvent contradictoires parce que selon qu'ils ont travaillé avec du venin congelé, du venin frais, du venin de telle ou telle espèce, on n'a pas toujours les mêmes résultats. J'ai tiré ce qui m'intéressait et ce qui recoupait les données et ce qui avait lié, ce qui avait trait au poisson-pierre Sinenseia verrucosa, qui est celui qu'on a chez nous. Grosso modo, il faut en retenir que chez l'animal,
ça donne expérimentalement des arrêts cardiaques. Parfois, ça donne d'abord des détresses respiratoires, puis des arrêts cardiaques secondairement. Que y a des toxines qui ont des propriétés inotropes et chronotropes négatives, également des propriétés vasoplégiques, ce qui est tout à fait compatible avec les arrêts cardio-respiratoires qu'on a donc décrits chez l'homme. Et plus intéressant, il y a un anatomopathologiste qui très récemment a montré, toujours chez l'animal, qu'il y avait des altérations myocardiques et également des altérations de la membrane alvéolo-capillaire, ce qui recoupe l'histoire de la théorie de l'OAP lésionnelle en ce qui concerne ces envenimations. Les conclusions, les orientations thérapeutiques, je vous apprends rien. Si les arrêts cardiaques, s'ils sont prêts tout de suite, on a une chance. Si on arrive trop tard, c'est trop tard. C'est pas très original le traitement des envenimations par poisson-pierre, de la VNI en cas d'OAP, mais ça, voilà, c'est un grand classique. L'inactivation du venin par la chaleur, je vous en parle parce que ça fonctionne avec toutes les envenimations par poisson osseux, également par poisson cartilagineux, j'ai nommé les réarmés. Quand vous avez une envenimation, dans la très très grande majorité des cas, il s'agit d'un pied. Si vous faites tremper le pied dans l'eau très chaude, alors très chaude, c'est 45 degrés, c'est pas plus. Il faut insister, c'est facilement 20 minutes. De façon mnémotechnique, je vous dirais 45 minutes à 45 degrés, mais enfin bon, il y a 15 minutes de trop. En une demi-heure déjà, c'est pas mal. La plupart des venins des poissons, ils sont détruits par la chaleur à moins de 45 degrés. Par contre, le venin du poisson-pierre, il est détruit par la chaleur, mais à des températures supérieures à 50 degrés. Ce qui, si on veut les appliquer chez l'humain, donne bien entendu des brûlures. Donc c'est une propriété qu'on ne peut pas utiliser. Alors ce que je vous dis n'est pas très très carré, mais quand vous avez une envenimation par poisson, quelqu'un qui a mis le pied sur quelque chose et que ça ne passe pas avec des bains d'eau très chaude, vous pouvez peut-être vous douter que c'est une envenimation par poisson-pierre. C'est un peu empirique, c'est pas carré, mais je pense que ça fonctionne comme ça. Quand c'est une envenimation par poisson-pierre, l'analgésie morphinique ne marche pas non plus très bien. C'est souvent très décevant. Il faut demander à l'anesthésiste de venir faire un bloc. Ça marche superbement. D'après une série qui a été publiée il y a maintenant quelques années avec un de mes collègues anesthésistes à Rayatea, on pense même qu'il se pourrait que ça diminue la fréquence des troubles trophiques si on compare avec d'autres séries publiées par ailleurs, mais on n'est pas arrivé à le démontrer. Il faut le montrer au chirurgien éventuellement. Il vaut mieux qu'il y donne un coup de lancette avant que la gangrène ne s'y mette. Vous avez, lorsque des envenimations sévères comme celles que je vous ai décrites, vous avez en général des zones de nécrose. Si vous les laissez là, ça va suraffecter. Donc il faut faire une nécrosectomie. Alors l'intérêt du stonefish antivenom. Alors pour ceux qui me feront l'amitié d'aller regarder le papier qu'on a publié avec mes amis polynésiens, j'étais contraint d'en parler parce que le relecteur était australien. On ne l'utilise pas dans l'outre-mer français et finalement je pense qu'on a raison de ne pas le faire pour des raisons très simples. C'est que lorsque l'évolution doit être favorable, c'est-à-dire si l'arrêt cardiaque est pris en charge rapidement, si il y a un OAP et que le patient est mis sous VNI, s'il arrive en réanimation, si on lui fait un bloc, tout va bien se passer. Donc le stonefish antivenom, j'arrive pas à savoir quelle est sa valeur ajoutée dans ce contexte. Les Australiens l'utilisent très systématiquement dans l'observation de Lehman et Hardy, dont je vous parlais tout à l'heure, celle de 93, l'OAP, ils l'ont utilisé, ils ont conclu que ça avait apporté quelque chose. Je pense qu'on ne va pas le démontrer, mais vous savez, les Australiens produisent tout un tas de sérums, c'est une industrie chez eux. Les liens entre les pontes de la toxinologie australienne et le Commonwealth Serum Laboratories de Melbourne ne sont pas extrêmement clairs.
dans les guidelines australiens, il y a toujours un sérum antivenimeux. Nous, on en a par exemple pour les serpents marins, parce que là, il est tout à fait utile. Je crois qu'il doit toujours y en avoir pour les veuves noires. Voilà, pour le stonefish, je pense qu'on peut s'en passer, d'autant que quand même, ce sont des accidents rarissimes, hein. Ce que je vous raconte, c'est 3 cas, et ça faisait des dizaines et des dizaines d'années qu'on n'en avait plus. Donc voilà, je conclus une éventualité exceptionnelle, mais cependant, toujours d'actualité, donc il faut le savoir. Alors ça intéresse les réanimateurs, ça intéresse également les régulateurs au SAMU, de savoir que quelqu'un qui perd connaissance après une envenimation supposée par poisson-pierre, eh ben, ça peut être potentiellement quelque chose de gravissime. Voilà, c'est donc pas la létalité de l'envenimation par poisson-pierre n'est pas une donnée obsolète. Voilà ce que je voulais vous dire.